Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture de la semaine. Cette semaine, 3 livres, seulement allais-je dire. Souvent je m'étale un peu dans mes lectures, mais là j'ai 3 livres que je lis un peu en parallèle. Ils sont de nature différente, donc cela me permet de ne pas les confondre. Et je les lis et avance bien dans chacun des 3. Il y en a un que j'ai presque terminé. Les autres, il me reste encore quelques pages, quelques dizaines ou centaines de pages à lire. Pas plusieurs centaines quand même non plus, mais voilà, ce sont 3 livres assez différents qui nous emmènent dans des mondes très variés, soit dans un passé qui nous est devenu étranger à travers un livre qui est un livre d'histoire, mais aussi dans un passé qui est à la fois étranger pour nous dans la mesure où il s'agit d'une époque que je n'ai pas vécue et que plus personne ne vivant dans ce monde n'a vécu, l'époque de la Révolution française et de ses conséquences en Bretagne, écrite cette Révolution française par un auteur du 19e siècle qui ne l'a pas lui-même non plus vécu directement, Gérard de Nerval, et puis de la science-fiction ou de l'imaginaire plutôt que de la science-fiction. Ce terme-là est toujours un peu bizarre. Enfin, j'ai toujours eu de la peine à voir le lien entre les différents livres de science-fiction que je lis. La part de fiction dans La Horde du contrevent d'Alain Damasio est, à mon sens, beaucoup plus importante que celle de la science. Mais par quoi commencer ? Commençons peut-être par l'histoire. L'histoire au sens de la recherche historique. Je lis depuis quelque temps L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime de Philippe Ariès, qui est un livre historique peut-être aussi au sens où il s'agit d'un livre qui a marqué l'histoire de l'histoire. C'est un livre qui aujourd'hui est ancien, il date de 1960, et il est l'un des jalons de ce qu'on appelle l'histoire des mentalités, ce qu'on appelait l'histoire des mentalités, car aujourd'hui on a peut-être passé à d'autres visions de l'histoire, à d'autres manières de lire et de comprendre l'histoire, mais cette histoire des mentalités, cette histoire de l'enfance, de l'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime, elle est très intéressante parce qu'elle cherche à comprendre la place des enfants dans un monde qui ne leur accordait pas de place spécifique, ou qui petit à petit leur a accordé une place. Et donc, on cherche quelque chose qui n'est pas si évident à trouver puisque ça n'existe pas vraiment. Et pourtant, il y a des traces dans l'histoire de la place des enfants, il y a des écrits, il y a des images, des documents qui permettent de reconstruire la vision qu'on avait de l'enfance et de la vie familiale sous l'Ancien Régime, dès le Moyen Âge, et surtout dans des époques où les choses vraiment commencent à changer, dès le XVIe et surtout au XVIIe et XVIIIe siècle, les choses changent et le monde de l'enfance n'est plus le même. Il y a une séparation du monde des adultes et des enfants qui s'opère petit à petit. Voilà la thèse principale, du moins de la première partie de ce livre. J'en suis justement à la fin de la première partie, et puis ensuite il y aura d'autres parties sur d'autres sujets, je crois, qui vont nous amener vers l'époque, non pas actuelle, 1960, les choses ont beaucoup évolué aussi par rapport à nos rapports à l'enfance depuis 1960. Donc il y a aussi une histoire à faire du temps plus récent. Mais voilà, donc c'est un livre foisonnant de plein de documents parfois assez savoureux sur l'enfance, et notamment très souvent un journal, le journal de l'enfance du roi Louis XIII. Son précepteur a tout noté, et évidemment on
part de ce document assez exceptionnel parce qu'il entre dans tous les détails, toutes les paroles, tous les jeux, tous les comportements du prince, futur roi Louis XIII. Alors évidemment, c'est un document assez exceptionnel. Et puis il s'agit d'un enfant roi au sens propre du terme. Aujourd'hui, on parle de l'enfant roi dans un sens imagé. Est-ce qu'il est représentatif, Louis XIII, de l'ensemble des enfants de la société de son époque? Sans doute non. Mais il indique quand même quelque chose. Et donc, il y a donc des choses tout à fait intéressantes que l'on découvre sur l'histoire des jeux ou sur les habits des enfants. Comment étaient-ils habillés? Il n'y avait pas, dans les classes populaires et dans toutes les classes sociales, en tout cas au Moyen Âge, il n'y avait pas de distinction entre les habits des garçons et des filles jusqu'à un certain âge. Et ce qui était assez intéressant, c'est que tous les enfants en bas âge, au fond, ils avaient une robe qui était plus ou moins féminine, ou que nous considérons comme féminine, et les femmes, simplement, gardaient leurs habits d'enfant. Enfin, il me semble que c'est l'idée qui est développée à certains endroits, comme si les femmes restaient des enfants. Et légalement, c'était le cas. Donc il y a là aussi une chose intéressante dans le rapport à l'enfance, mais aussi au rapport de genre dans ces sociétés anciennes. Voilà ce qu'écrit sur les habits, justement, Philippe Ariès. À l'origine du costume de l'enfance, on relève un archaïsme, la survivance de l'habit long. Cette tendance à l'archaïsme a subsisté. À la fin du XVIIIe siècle, à l'époque de Louis XVI, les petits garçons sont habillés avec des cols Louis XIII ou Renaissance. Les jeunes, chez Lancret, Boucher, donc c'est des peintres, sont souvent représentés déguisés à la mode du siècle précédent. Mais deux autres tendances vont, à partir du XVIIe siècle, orienter l'évolution du costume. La première accentue l'accent efféminé du jeune garçon. Nous avons vu plus haut que le garçon à la bavette, avant la robe à collet, portait la robe et la jupe des filles. C'est ce que j'essayais d'expliquer avant. Ici, c'est sans doute plus précis que je ne peux le faire. Cet efféminement du petit garçon, remarqué dès le milieu du XVIe siècle, fut d'abord chose nouvelle et à peine indiqué par quelques traits. Par exemple, le haut du corps garde chez le garçon les caractères du costume masculin. Mais bientôt, on donne au petit garçon le col de dentelle des petites filles, qui est exactement le même que celui des dames. Il devient impossible de distinguer un petit garçon d'une petite fille avant 4 ou 5 ans. Et cette coutume se fixe d'une manière définitive pour environ 2 siècles. Les garçons cesseront vers 1770 de porter la robe à collet à partir de 4-5 ans. C'est drôle, c'est la génération de la Révolution finalement. Ceux qui étaient enfants en 1770 sont adultes au moment de la Révolution française. C'est là que ça change. Alors, est-ce qu'il y a un rapport? Sans doute ne faut-il pas exagérer les corrélations ou les causalités, mais voilà quand même un fait intéressant. Mais avant cet âge, donc les petits-enfants, ils seront habillés en petites filles, et il en sera encore ainsi à la fin du XIXe siècle. Cette habitude d'efféminement ne cessera qu'après la guerre de 1914, et son abandon doit être rapproché de celui du corset de la femme. Révolution du costume qui traduit le changement des mœurs. Et c'est évidemment ce que cherche à montrer Philippe Ariès, les changements des mœurs. Les choses qui choquaient et qui ne choquent plus. Aujourd'hui, habiller un petit garçon ou une petite fille, il y a évidemment des tentatives de dégenrer les enfants, et notamment dans leurs habillements, mais on va plutôt aller habiller les petits garçons de manière neutre, et les petites filles aussi, et puis créer quelque chose qui soit au-delà d'un genre défini. Mais là, on a cette idée que tous les enfants au début sont des petites filles. Enfin, il y a quelque chose d'assez étrange pour nous. Alors évidemment, c'est pas tout à fait ça qui est pensé. C'est surtout aussi que l'enfant petit n'est pas encore
véritablement considéré en tant que personne. C'est-à-dire qu'il y a de fortes chances dans ces sociétés-là qu'il meure. Et il prendra véritablement de l'importance au moment où l'immense majorité des enfants survivront à la petite enfance. Ça, c'est aussi un élément important. Et puis donc, il y a tous les jeux de société, il y a le rapport à la sexualité aussi, qui, là aussi, est différent. Beaucoup moins de tabous dans la petite enfance. Les petits-enfants, on peut leur parler de ces choses-là. On peut même les toucher. Ça ne choque pas. Aujourd'hui, évidemment, si vous parlez de sexualité à des enfants petits, ça fait bizarre. Et puis si vous les touchez, c'est terrible. Enfin, c'est quelque chose à éviter, évidemment, à tout prix. Et donc, on voit bien que les mentalités changent sous l'effet, alors notamment du rôle de la religion, de certaines évolutions au sein de la religion chrétienne qui sont assez intéressantes. Et surtout que l'enfant, petit à petit, comme on sait qu'il va survivre dès sa plus tendre enfance, comme on dit, il faut lui amener un rapport au monde qui lui permette ensuite de devenir un adulte qui soit bon et qui corresponde aux normes. Alors qu'avant, finalement, c'était pas trop grave de lui inculquer des choses un peu bizarres, parce que, dans la majorité des cas, il ne survivait pas. Voilà quelques réflexions. Je vais poursuivre cette lecture-là pour voir où ça nous emmène avec d'autres éléments, notamment l'importance de l'école qui va petit à petit séparer les enfants du monde des adultes, du monde de leur propre famille en fait, en général, et ce qui a aussi des implications dans la vie familiale sous l'Ancien Régime et sous les époques aussi plus récentes. Donc je vais continuer à mener l'enquête avec Philippe Ariès. Enfin, c'est lui qui a mené l'enquête bien avant moi, mais je trouve intéressant de s'intéresser à ce qui nous paraît évident. Notre rapport à l'enfance et aux enfants n'est pas forcément questionné, alors que nos ancêtres, pas si lointains que ça, voyaient les choses de manière complètement différente. Alors si je continue ce parcours historique, même si on va sortir de l'histoire à un moment donné, mais je vais parler de Gérard de Nerval et de ce roman inachevé qui s'appelle Le Marquis de Fayolle, que je lis donc dans cette pléiade assez ancienne. Je ne sais pas s'il y en a de plus récentes de Gérard de Nerval, 1966. Mais bon, on y trouve plein toutes les œuvres connues de Nerval, en tout cas. Et même des œuvres pas connues comme celle-ci. Ce roman-là n'est pas le meilleur Nerval, il faut bien le dire. On lit une sorte de roman de capé d'épée un peu à la Dumas, mais pas toujours très bien ficelé. On sent que, justement, on parle de roman inachevé, il aurait peut-être été nécessaire de le retravailler. Bon, je ne sais pas exactement l'histoire de ce roman-là, quand est-ce qu'il l'a écrit et pourquoi et comment, etc. Mais on lit ça quand même avec beaucoup d'intérêt. On est dans le monde des chouans, des conflits entre donc les révolutionnaires et les anti-révolutionnaires en Bretagne, avec un marquis de Fayolle, donc, qui est le personnage principal, qui est un noble qui, lui, s'oppose à la révolution, mais qui a un fils caché, qui lui est révolutionnaire, parce que c'est un orphelin et que la noblesse ne lui a pas fait que du bien, et donc ils se retrouvent confrontés l'un à l'autre sans forcément savoir qu'ils sont en lien de parenté très étroite. Le marquis va deviner qu'il s'agit de son fils, le fils, lui, ignore à peu près tout, et on a donc des scènes assez intéressantes à ce niveau-là, et puis le rapport entre
les idées révolutionnaires et les idées contre-révolutionnaires. C'est aussi assez intéressant d'entrer dans ce monde-là. Il y a évidemment d'autres œuvres qui vont dans la même direction. Il y a Les Chouans de Balzac que j'avais lu il y a quelques temps, où là c'est une histoire d'amour aussi entre un homme et une femme de camps politiques opposés. Alors là c'est un amour filial plutôt, mais la mère de cet enfant est devenue sœur dans un couvent par la suite, parce que c'est un enfant, c'est un bâtard, c'est un enfant adultérin. Et donc, forcément, elle se trouve dans un couvent. Les couvents ont été des lieux aussi au cœur de ces affrontements liés à la Révolution. Justement, là, je vais peut-être lire un petit extrait du chapitre que je viens de lire. C'est le chapitre 4, je crois, de la deuxième partie, si je ne me trompe pas, où on nous décrit justement ce monde des couvents et des sœurs qui est aussi un peu traversé par des tensions durant ce moment, parce que les femmes qui entraient au couvent ne le faisaient pas toutes par conviction religieuse profonde, et parfois l'idée de la révolution pourrait les tenter. On pense là à la religieuse de Diderot, quelques années auparavant, qui justement montre une révolte d'une religieuse qui se trouve enfermée contre son gré. Et c'est le cas de certaines de ces religieuses, pas de toutes, loin de là. Beaucoup vont, au contraire, s'opposer à l'idée de révolution. Nous venons de montrer, voilà ce qu'écrit Gérard de Nerval, la contre-révolution soulevant les campagnes, arrachant de pauvres et malheureux paysans à leurs travaux paisibles, à leur vie de misère et de privation, et faisant un appel irrésistible aux croyances religieuses, à l'obéissance passive. Façonnés dès l'enfance à croire et à obéir, les habitants des campagnes s'étaient rangés aveuglément sous les ordres des nobles et des prêtres. La méfiance et la haine qu'ils avaient contre tout ce qui leur venait des villes les tenaient en garde contre toutes les doctrines révolutionnaires, prêchées et affichées par la municipalité. Voyons maintenant dans quel lieu surtout la contre-révolution préparait ses moyens d'action. La grande loi sur laquelle reposait l'ancienne constitution sociale était l'inégalité dans les partages. Les lois injustes, s'il en fut jamais, mais nécessaires à la conservation du principe aristocratique qui groupait autour du trône les riches et les puissants. C'est la définition de ce que l'on appelle l'Ancien Régime, en effet, ceci. Et donc, venons-en à ces religieuses. Après avoir posé en principe l'égalité des citoyens, l'Assemblée nationale dut en poursuivre l'application et descendre par suite dans ces cloîtres, gouffres pour la société, les richesses extorquées à la crédulité des fidèles. On devait y retrouver ces cadets trop pauvres pour s'acheter un régiment, malheureux que l'orgueil des familles ensevelissait au fond du cloître, afin de ne pas avoir à rougir au grand jour et condamnés à la paresse, à la luxure et à la gourmandise des moines. Il fallait aussi délivrer ces religieuses trop pauvres pour acheter un mari, ou assez malheureuses pour avoir aimé sans l'autorisation paternelle, ces sœurs que des frères opulents privaient de toutes les félicités mondaines pour les condamner aux ennuis du cloître. Dès lors, toutes les portes des couvents durent s'ouvrir devant l'écharpe municipale, les commissaires des districts percèrent ces ombres mystiques. Tout fut prisé, inventorié et couché tout au long sur les registres de la nation. Aujourd'hui, c'est l'inventaire des vases d'or et d'argent. Hier, c'était dans les greniers le recensement des rentes de la communauté. Demain, on estimera le mobilier. Ce prie-Dieu devant lequel on a passé de si douces heures pleines de consolation, 3 francs. Ce grand Christ auquel on offrit ses peines, ses chagrins, comme il offrit à son Père le supplice qu'il endura pour les hommes, 1,50 franc. Cette petite statue de la Vierge à laquelle on a confié ses plus intimes secrets, toutes ses douleurs, ses joies, ses espérances, 30 centimes. Tout, jusqu'à cette maigre couchette au drap blanc,
si franc. Voilà ce que deviennent les couvents. À ce moment-là, évidemment, le propos de Gérard de Nerval, on ne sait pas trop s'il est pro ou anti-révolutionnaire. Je crois qu'il a quand même une nostalgie pour la France d'autrefois. Ça se sent dans d'autres œuvres de lui, tout en n'étant pas forcément un homme si attaché à ses couvents, mais quand même, là, tout d'un coup, comment on vend à l'encan le sacré et la vie de ces femmes. C'est assez intéressant. Et voilà, le chapitre suivant, celui que je m'apprête à lire tout bientôt, c'est les victimes cloîtrées. Donc on va entrer dans ce monde souterrain. On le retrouve aussi d'ailleurs chez Victor Hugo dans Les Misérables. Il y a des chapitres assez impressionnants sur les sœurs. Mais partons au grand air maintenant avec le dernier livre dont je vais parler aujourd'hui. Un livre assez génial, je dois le dire, La Horde du Contrevent d'Alain Damasio. Un livre donc qu'on classe dans la science-fiction, dans la littérature de l'imaginaire. Ce serait peut-être beaucoup plus juste de dire ceci, parce qu'on est dans un monde imaginaire, un monde où une horde, donc la horde du contrevent, ils partent, ils sont je ne sais plus exactement combien, une vingtaine, quelque chose comme ça, et ils partent contre le vent pour essayer d'atteindre l'extrême amont, l'endroit d'où naît le vent, le bout du monde. C'est une vieille histoire, ça. L'épopée de Gilgamesh, c'est déjà ça. Donc c'est quasiment les histoires les plus anciennes qu'on trouve dans la littérature. Et pourtant, tout est renouvelé dans cette vieille histoire-là. La horde du contrevent, c'est des personnages qui sont tous assez extraordinaires. Ils ont tous leur personnalité et leur rôle dans la horde. Il y a celui qui les protège, il y a celui qui est le traceur, Golgoth, qui ouvre la voie, la trace, qui n'a qu'une idée, avancer, aller plus loin que ses ancêtres qui étaient déjà traceurs comme lui, que son père notamment, qui a renoncé à la trace. Et justement, d'ailleurs, à un moment donné, dans cette avancée vers l'extrême amont, vers le bout du monde, vers le lieu d'où naissent les vents, les gens de cette horde vont rencontrer leurs parents, ceux de la horde précédente, qui ont renoncé, qui sont revenus en arrière. Il y a une scène assez terrible, alors je sais pas, je crois pas que je vais la retrouver, je l'avais pas mentionné, où le Golgoth, le traceur, serre la main de son père. Son père a renoncé à aller jusqu'au bout, et il lui serre tellement la main qu'il la lui broie. Et puis, ça c'est cette idée d'aller de l'avant, toujours. Mais en même temps, il se passe plein d'autres choses, des choses vraiment toujours très imaginatives. Ils vont traverser un lac, un siphon, ils vont se retrouver aussi dans une ville qui s'appelle Alticcio, où il y a une sorte de joute littéraire qui se fait entre celui qui est le troubadour de la horde, personnage tout à fait extraordinaire lui aussi, du nom de... Là j'ai le petit pense-bête, du nom de Caracol, dont on apprendra à la fin, je ne suis pas tout à fait à la fin du livre, mais presque, qu'il est vraiment un personnage hors de tout, du commun complètement. Et dans cette ville d'Alticcio, où il y a donc des gens qui les attendent et qui sont pas forcément leurs amis, enfin on sait pas trop, il y a une joute donc verbale avec des jeux un peu oulipiens qui se font entre donc les personnages de Caracol et puis ce qu'on appelle, j'essaye de trouver le nom, parce qu'on invente des noms, mais une sorte de champion de la poésie locale, il s'appelle Selem,
Et puis on leur donne des règles du jeu, comme par exemple ici, premier jeu, à peine l'arbitre avait-il fait signe que Caracol attaqua. Il ne m'avait demandé ni liste ni mot, donc là c'est le scribe, un des personnages qui raconte l'histoire, c'est chaque fois raconté par un personnage différent. Ce scribe, c'est celui qui nous raconte le plus souvent l'histoire, c'est Sovstroknis. À peine l'arbitre avait-il fait signe que Caracol attaqua. Il ne m'avait demandé ni liste de mots ni expressions. C'est le rôle du scribe, c'est de donner des aides à celui qui doit parler. Et il doit trouver des mots avec la syllabe fou à l'intérieur pour attaquer son ennemi. Il me les demanda à la 5e laisse seulement, par son ton, par son timbre très sonore, par cette agressivité souple de félin du verbe qu'il montrait en situation de chasse, je sus qu'il allait manger du stylite. Voilà, le stylite, c'est son adversaire. La salle ne savait pas ce qui l'attendait, ce serpent de Sélème, donc Sélème le stylite non plus. Il commença par une stance violente, dont j'eus à peine le temps de noter les mots en fou afin d'éviter qu'il les réutilise. À l'évidence, il s'était décidé à déstabiliser le stylite blanc par des attaques ad hominem. Celui-ci, mis sur la défensive, prit pour tactique de modérer la tension du combat. Caracol, voilà, le début du combat. Oui, je rime à la foudre, à la fougue, sans garde-fou, je fourbis mes lames, et déjà tu bafouilles, tu cafouilles et tu blâmes. Réponse de Sélème. Pour répondre à tes échauffourées, j'agite devant toi le foulard. Cette joute n'est pas un défouloir. Si tu cherches le coup fourré, tu te fourres le doigt dans l'œil. Je ne me laisserai pas bafouer si ta langue fourche, gare à l'écueil, car mes laisses sont fouillées. Réponse de Caracol, foutaise. Fourbe foutraque, tes laisses sont rouillées, et ta pompe foulante refoule du goulot. Je dis donc ta bafouille, redis donc ta bafouille, et prends ça de plein fouet. Mon nom est Caracouille, je te l'enfournerai. Voilà l'ambiance de cette joute. Il y a un côté très, très drôle. Et en même temps, ils jouent leur vie. La Horde va peut-être pas pouvoir partir affronter les vents plus loin que cette ville. Alors il y a d'autres jeux ensuite. On se croirait dans une soirée de l'Oulipo, les mardis ou les jeudis de l'Oulipo, je crois que ça existe toujours. Il y a un peu de ça. Mais ensuite, on va entrer aussi dans quelque chose d'assez mystique. Ils vont s'approcher de plus en plus de ce qu'ils appellent l'extrême amont, affrontant un lieu qui est une sorte de volcan, mais de volcan de vent, un volcan d'air, où le vent souffle tellement fort qu'il en devient solide, ou alors tellement peu. Enfin, tout ça est expliqué. Je n'ai pas toujours réussi à comprendre la dynamique, l'aérodynamique. Il y a des aéromètres parmi les gens de la Horde qui sont des sortes de savants. L'aéromètre principal, c'est Orochi Melicerte, qui est une aéromètre, qui voit aussi ce qu'ils appellent, là encore, il faut que j'oublie les mots un peu au fur et à mesure, des glyphes, si je ne me trompe pas, qui sont des sortes d'objets qui ont des effets assez importants sur tout ce qui est autour d'eux, sur ce qu'ils appellent aussi leur vif qui survit après la mort, parce que beaucoup de ces personnages de la Horde meurent petit à petit. Et donc, on a tout un monde très étrange qu'on traverse, vraiment qu'on traverse. Et il y a une imagination assez dingue. Lisons peut-être encore un extrait de la partie Norska à travers les chancrures, où justement on affronte des vents assez extrêmes. Il y a aussi la présence de celui qu'on appelle l'autoursier et un fauconnier, les oiseaux qui jouent un rôle ici. Orochi, là il y a une petite
X qui veut dire que c'est Orochi qui parle, puis après il y a une petite parenthèse qui signifie Sov Stroknis. Nul ne pouvait dire à cet instant-là si Schiste c'est un autour justement, allait franchir en ouvreur pour la première fois dans l'histoire la frange extrême de l'amont. Puis le scribe reprend la plume, c'est le cas de le dire ici, il est arrivé au zénith, au bord exact du cirque, volant comme une pierre nage, battant véhémentement, court, si court pourtant, véhémentement des ailes, sur son plan instinctif immobile et sans prise, une flèche suspendue, la horde tout entière était maintenant hors d'elle, elle n'avait plus froid, ni faim, ni fatigue, elle était là-haut, à battre des ailes, plier, ferler, battre, propulser, battre, plier, battre, têtu, inexorable. L'autoursier sifflait et craillait par salve à petits et terribles cris, à cris pour quiconque d'autre, fou. Des hirses féroces, très inhumaines, comme sorties d'un harmonica de glace. Mais, à dire vrai, il était impossible de deviner si, avec la distance et le froissis du vent, l'oiseau de proie pouvait encore entendre son maître. D'ailleurs, l'autoursier s'arrêta net. Dans le silence bruyant du blizzard, Coriolis, une nouvelle fois, lâcha à contre-temps la voix déchirée par l'émotion. Plus vite. L'autoursier lui mit alors la main sur l'épaule et ne lâchant pas une seconde son autour des yeux, lui dit « Je m'en souviendrai toujours », lui dit « Ce n'est pas une question de vitesse, ça n'a jamais été une question de vitesse. Aucun animal sur cette terre ne peut aller plus vite que ce vent-là. » L'autour oscillait à présent de bas en haut, par sautes incompréhensiblement, comme un drapeau qui lâche. Il était à bout de force, livré aux rafalants, les tectrices à chaque instant plus proches de la déchirure. C'était terminé. Il fallait qu'il se replie, s'il le pouvait qu'il se retourne, et qu'il replonge vers nous. Machinalement, ne sachant plus où me tourner, mon regard accrocha l'autoursier, et je vis aux rides de ses yeux qu'il souriait. Voilà un passage où ils sont en train d'affronter les vents les plus terribles, avec cet oiseau qui traverse une frontière. On ne sait jamais si c'est le bout, l'extrême amont. Voilà comment on appelle le lieu qui est le bout du monde, véritablement. Et c'est vraiment ça qu'il cherche. Et petit à petit, ce qui est intéressant, je l'avais déjà signalé en parlant du livre auparavant, c'est que le livre, il va, dans sa pagination, en régressant. Il commence à la page 1700, et puis c'est un compte à rebours. On s'approche toujours plus du but. L'atteindra-t-on? J'en suis à la page 14. C'est-à-dire qu'il me reste presque rien. Je suis presque au bout. Et pourtant, j'en parle maintenant, peut-être justement parce que quand est-ce qu'on atteint vraiment le bout? Évidemment, il y a une réflexion qui va nous pousser vers la question de la boue peut-être, mais le bout du monde et de notre vie, et la mort. La mort, elle arrive au bout. Il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être rien, on ne sait pas, et on avance. Et donc il y a toute une dimension métaphorique ou allégorique dans cette histoire-là. Beaucoup de personnages meurent, mais pas totalement. La horde survit tant que survit ce qu'on appelle dans cette histoire-là le vif. Le vif, ce sont des êtres, le personnage du Golgoth, par exemple, il a son frère qui est en lui et qui le pousse. Il y a même deux personnages de jumeaux qui, là aussi, sont entremêlés l'un à l'autre. Et quelque chose survit des gens qui meurent, et beaucoup meurent. Alors, comment cela se terminera-t-il dans les 14 ou 15 pages qui me restent à lire, parce que ça se termine à la page 0, autre mystère, je vais laisser un tout petit peu de ce livre pour la semaine prochaine, pour en parler peut-être en connaissant tout, alors, peut-être pas en spoilant la fin, qui est peut-être aussi le début. Mais voilà, je laisse encore ces pages-là, je vais les dévorer bientôt,
Parce qu'on a envie de savoir la fin, mais y a-t-il une fin? Toute la question est là. Il y a des romans inachevés, comme Le Marquis de Fayolle de Gérard de Nerval, et puis des romans qui, volontairement, butent sur l'absence de fin. Aucun roman n'est véritablement terminé. Voilà, sur cette réflexion, je vais vous laisser et les 3 livres en question du jour, j'en reparlerai la semaine prochaine puisque je vais continuer à les lire, puis il y aura sans doute des nouveautés parce que là j'avance dans ces 3-là, puis comme vous avez pu le constater dans les journaux précédents, tout d'un coup il y a plein de bouquins qui se rajoutent, mais ceux-là ils me accrochent bien tous les 3, surtout celui-là. Mais au revoir et à bientôt.